J'ai le plaisir de recevoir Claude Bertrand. Bonjour Claude, directeur général de la recherche, vice-président exécutif recherche et développement chez Servier, notre partenaire, les laboratoires Servier. Donc, je rappelle que Servier est un groupe pharmaceutique français présent dans 5 domaines, maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, neurodégénératives, cancer et diabète. Vous allez nous parler aujourd'hui, cher Claude, de l'influence du digital et de l'intelligence artificielle dans le développement du médicament. Merci beaucoup Valérie, merci pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et évidemment, en 10 minutes, un quart d'heure, ça va aller très vite et on va rester extrêmement superficiel sur ce grand et vaste sujet de la data, du digital et éventuellement de l'intelligence artificielle dans le développement du médicament. Donc, j'ai choisi de vous donner quelques notions en introduction. Et d'abord, en fait, pourquoi le digital dans le développement du médicament? Donc, 2 notions extrêmement importantes à avoir à l'esprit quand on discute du digital dans ce contexte. D'abord, l'augmentation des coûts de recherche et de développement pour arriver à un médicament qui ont été exponentiels sur les 30-40 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à 2,6 milliards de dollars pour développer un nouveau médicament. C'est évidemment une moyenne. Le deuxième aspect, c'est des temps de plus en plus longs. Et aujourd'hui, vous voyez qu'entre l'idée, le démarrage d'un programme en recherche, jusqu'à la fin de son développement, on parle de 12 ans, encore une fois en moyenne. Donc, un processus extrêmement coûteux, des temps extrêmement longs, et on pourra revenir dans les questions-réponses sur les implications par rapport aux brevets et à la vie des brevets. Et le deuxième aspect sur la droite de cette slide, c'est de parler de l'attrition. Donc, le taux d'échec est extrêmement élevé. Je n'ai pas le temps de passer sur tous les chiffres, mais vous voyez qu'entre la recherche et le développement, à partir de l'état préclinique, phase 1, phase 2, il y a une attrition extrêmement importante de plus de 50% des projets qui tombent pour des raisons ou de sécurité ou d'efficacité. Donc c'est bien cette idée qu'il faut avoir en tête et ce qu'on essaye de faire maintenant avec l'évolution de la data, du big data, du digital et de l'intelligence artificielle, c'est d'une part d'accélérer les cycles pour regagner du temps dans nos temps de développement en particulier, mais sur la recherche et le développement en général, et d'augmenter la probabilité de succès, donc d'être bien meilleur dans la modélisation et les prédictions d'efficacité et de sécurité des futures molécules. Je ne passerai pas longuement sur cette diapositive, mais je n'ai pas pu me priver de la présenter. Il est évident que ce que nous vivons ces derniers 12-18 mois accélère de façon incroyable le poids du digital et de la data dans toutes nos activités. Au-delà on pense outils, on pense technologie, high-tech, ce qui est dans le milieu, je pense qu'il est important de repenser complètement le type de compétences et d'expertise sur la gauche dont nous avons besoin pour vraiment faire rentrer la data et le digital dans nos opérations de R&D. Et puis l'autre aspect qui est extrêmement important et qui va bien au-delà de ce qu'on fait dans le digital, c'est toute la méthodologie que l'on met en place à travers le digital et en particulier la méthode agile, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui change fondamentalement nos façons de travailler en R&D dans la pharma. L'autre aspect, c'est évidemment l'entrée en force de ce qu'on appelle user experience, l'UX, et donc maintenant parfaitement aligné et adapté à l'influence de plus en plus importante du patient dans toutes les étapes de la recherche et du développement. Et évidemment, ce qu'on appelle le design thinking. Donc c'est vraiment 3 piliers extrêmement importants et on ne peut pas avancer sur l'un sans tenir compte des 2 autres. Alors d'abord, avant de parler d'intelligence artificielle ou de digital, je passerai le plus de temps, c'est sur la data. Je pense que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui est couvert dans toutes les industries, comme vous le voyez sur cette diapositive, mais vous voyez que l'augmentation de l'utilisation de la data, du traitement
de la data augmente de façon significative dans notre industrie pharmaceutique. Et en fait, c'est ça la base. On ne peut pas faire de digital, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle si on n'a pas les bons data, bien triés, bien nettoyés et accessibles facilement. Alors là-dessus, je passerai très rapidement. C'est la façon dont aujourd'hui la médecine de précision, et vous verrez qu'il y a un des exemples Servier que je vous présente à la fin, qui traite de médecine de précision et comment la data, le digital, l'intelligence artificielle va l'influencer. Mais ça commence évidemment par des choses très, entre guillemets, classiques de la recherche d'aujourd'hui, qui est le sequencing et toutes les technologies de génomique qui nous permettent de générer les datas dont nous aurons besoin pour nos analyses et potentiellement influer, encore une fois, la vitesse de développement et la probabilité de succès. Tous ces datas sont en quantité qui augmente et de façon exponentielle. Donc, il faut toute une infrastructure pour garder ces datas. Aujourd'hui, au milieu, vous voyez deux grands façons de garder ces datas. C'est ou les solutions cloud ou les solutions serveurs, évidemment, avec le cloud qui grossit de plus en plus. Et puis ensuite, des logiciels adaptés à la visualisation, à l'analyse et qui permettent ensuite de faire le lien avec la clinique et le patient. Donc, vous voyez, ce système est maintenant totalement intégré de la paillasse au patient et du patient à la paillasse. Et c'est ça, la médecine translationnelle, et c'est là-dessus que le data, le digital et l'intelligence artificielle auront le plus d'impact. Donc, c'est une diapositive qui représente en fait la partie, je dirais, classique de la recherche aujourd'hui et du développement en pharma. Hein, donc, la structure, la description de ces structures, les topologies, la 3D, ensuite toute la partie biologie, vitro, puis vivo, la pharmacocinétique, la toxicité, et puis enfin, sur des échantillons de patients, la génomique, la transcriptomique, l'épigénomique, etc. Ceci génère une quantité de data juste incroyablement puissante. Donc c'est là qu'il faut absolument la nettoyer. Hein, on parle de data curation. Il faut pouvoir retrouver les datas d'intérêt par rapport aux analyses qu'on veut faire et manager continuellement, puisque en fait l'influx de data est phénoménal toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines. Pour ensuite arriver à plus vite et mieux faire toutes les activités qui sont sur la droite, qui sont l'identification de nouvelles cibles, la prédiction d'interaction d'une molécule, qu'elle soit biologique ou chimique, avec la cible d'intérêt, le type de chimie et de chémotype qu'il faut identifier, ensuite toute l'optimisation, l'identification de biomarqueurs, etc., etc. Donc, le data, le digital, l'intelligence artificielle est au centre, à la jonction entre tout ce qui sort du travail plus classique de paillasse, qui évidemment s'accélère et qui génère de plus en plus de data, et l'analyse qu'on va pouvoir en faire pour aller plus vite et mieux à la cible que l'on recherche. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la croissance exponentielle. Ce qui était intéressant dans les bâtiments où je suis aujourd'hui, pour ceux qui sont en remote, il y avait le livre de Luc Julia hein, qui dit que l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est un des co-créateurs de Siri, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine. Et en fait, je suis assez d'accord avec lui. Hein. C'est un peu surfait comme définition, mais en tout cas, vu ce que je vais vous mettre derrière l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est en croissance phénoménale. Et vous voyez les investissements qui sont faits aujourd'hui dans ce domaine, et en particulier dans la pharma. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle ? L'idée, c'est de faire converger des technologies pour couvrir 4 grandes dimensions de l'intelligence humaine, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine et c'est un soutien, un support pour, encore une fois, adresser les défis que nous avons aujourd'hui pour aller plus vite et pour
aller plus fort, diminuer le taux d'échec. Donc tu as toute la partie qu'on appelle sensing, hein, qui sont la visualisation, les caméras, les algorithmes de sémantique, etc. Ensuite, on a toute la partie thinking. Donc ça, c'est l'analyse, les algorithmes, les networks neuronaux, toute la partie qu'on appelle de computing quantique. Ça, c'est la partie thinking. Ensuite, on a la partie acting, parce que là où on va plus vite aussi, c'est qu'on a effectivement des machines et des robots qui ne remplacent pas l'homme, mais qui sont programmés pour faire des tâches spécifiques qui peuvent être automatisées et conduites en toute autonomie. Et enfin, de ces trois premiers piliers, nous avons la compréhension et le learning, donc l'apprentissage de toutes ces phases qui nous permet de reboucler sur le sensing de départ. Donc c'est une intégration massive de data qui sont ou structurées ou non structurées, la création de modèles qui sont des modèles probabilistes, dynamiques, des représentations potentielles de ce que pourrait être la réalité. Et encore une fois, ça ne remplace pas l'homme, ça ne remplace pas l'expert ou d'autres compétences, mais c'est un support à la prise de décision. Donc ça, c'est extrêmement important et ça va donc nous aider dans l'industrie, et là en particulier l'industrie de santé qu'on appelle 4.0, pour aller plus vite et pour augmenter nos probabilités de succès. Alors, c'est toujours très difficile devant une audience, en plus en remote, de savoir qui est dans la salle. Donc j'ai fait un petit rappel des 4 grandes étapes de la R&D dans la pharma, hein, l'identification de nouvelles cibles, leur validation, puis ensuite trouver des composés qui vont bloquer, activer ces cibles, donc le compound screening et la découverte de nouveaux leads. Et puis ensuite, on décide d'avancer plus avant avec un certain nombre de candidats qui nous amènent au développement préclinique et ensuite, chez l'homme, au développement clinique, qui, je vous le rappelle, est en 3 phases. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, data, digital, intelligence artificielle sont impliqués, comme je vous parle aujourd'hui, dans toutes ces étapes. Donc, l'identification de cibles et tout ce qui va avec sur la prédiction de l'impact de ces cibles et la modulation de ces cibles dans la maladie d'intérêt et potentiellement des alternatives. Hein, on le voit avec les variants Covid aujourd'hui, c'est pareil dans plein d'autres pathologies. Ça évolue continuellement. Ensuite, tout ce qui est chimie et aide à la chimie, j'y reviendrai, à la fois sur quel type de composé en tenant compte du multifactoriel pour adresser à la fois la pharmacocinétique, l'efficacité, la sécurité. Vous comprendrez très vite qu'on est à des équations à plusieurs inconnus. Et le digital, l'utilisation de la data à haut débit, nous permet d'aller beaucoup plus vite dans ces phases. Et puis de la même façon, en développement préclinique et développement clinique. Alors là, avec un peu plus de détails, hein, donc encore une fois, à chaque fois, ce qu'on va avoir comme data dans ces différentes phases, je ne rentrerai pas dans les détails, tout ce que peut sortir comme data, qui sont à la fois des data internes, mais aussi de tout ce qui sort de la littérature scientifique, du travail académique, qui vont nous permettre assez rapidement maintenant de faire ce qu'on appelle du disease modeling. Donc, ça ressemble en rien à la maladie telle qu'elle nous intéresse, mais elle nous permet de modéliser certains aspects de cette maladie et d'aller plus vite au pathway cellulaire d'intérêt pour le ciblage pharmaceutique. Et donc, les interactions entre la cible et l'agent modulateur, et puis enfin, toutes les interférences sur l'activité pharmacologique. Et puis, plus on avance, on s'aperçoit qu'on peut maintenant prédire la pharmacocinétique de certains composés et leur métabolisme. On peut prédire la stabilité, dans certains cas, l'efficacité et la sécurité. Tout ceci nous permet d'aller beaucoup plus vite. Il y aura encore de l'attrition une fois qu'on teste les choses en réel, mais elle nous permet de zoomer beaucoup plus vite sur les molécules d'intérêt. Et après, il y a tout un pan qui est encore très différent, qui est dans la clinique
et ce qu'on appelle la stratification des patients. Aujourd'hui, on s'aperçoit, plus on creuse dans certaines pathologies, et plus on arrive à une hétérogénéité. Et dans les grands échecs que nous avons eus ces dernières années avec certains agents futurs produits, c'est souvent lié à une très grande hétérogénéité des patients. Et tout ce qu'on peut apprendre in silico sur cette hétérogénéité, qui nous permet à ce moment-là de prédire beaucoup plus rapidement le type de combinaison de mécanismes qu'il faudra amener aux patients et la façon dont on va faire tourner l'essai clinique vont nous permettre, encore une fois, d'aller plus vite et d'augmenter la probabilité de succès. Donc vous voyez que dans chaque étape, aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction de l'utilisation des data et du digital. C'est une autre façon de le représenter parce que c'est une close loop dans le sens où ce qu'il faut comprendre, c'est là où on va beaucoup plus vite, c'est dans ce cycle qui passe par le in silico, on teste en réel, et c'est encore une fois pour toutes les phases que je vous ai décrites, on teste en réel, on obtient de nouveaux data, on fait des prédictions qui vont à nouveau nous amener à la paillasse et enrichir les modèles. Et donc, petit à petit, j'aime bien cette représentation parce qu'en fait, c'est ça ce qu'apporte le digital, c'est un enrichissement du data, une précision de plus en plus grande sur les prédictions et les modélisations que l'on peut faire pour aller plus vite au résultat. Donc, j'espère que vous aurez compris qu'il y a 3 impacts aujourd'hui, et encore une fois, hein, c'est dans les 3 domaines, data, digital, intelligence artificielle, sur toute la chaîne de valeur, à toutes les interfaces, et qui fait appel, évidemment, à beaucoup de nouvelles compétences et d'expertise. Et donc, on ne peut pas séparer, et encore une fois, réduire le digital à de la technologie. C'est un changement radical dans nos façons de penser, nos façons de travailler, et on investit aujourd'hui au moins autant sur nos collaborateurs dans ce domaine-là que sur les technologies. Alors, je vais juste, pour terminer, vous parler de très rapidement, de 2 projets que nous avons chez Servier. Le premier, alors on en a beaucoup, hein, j'en ai choisi 2 pour aujourd'hui. Le premier, c'est Servier Patrimony. L'idée, c'est que maintenant que nous avons ce potentiel, ce pouvoir du digital, de cet accès augmenté aux data, l'idée, c'est d'aller creuser, taper dans notre patrimoine, qu'il soit chez Servier en tant que cible historique, des projets historiques, des essais cliniques que nous avons fait tourner, et on va revoir tous ces datas au jour 21e siècle. On fait exactement la même chose avec tous les datas dont on a accès dans les bases de données publiques. Et ensuite, on traite, on nettoie ces datas, on les trie pour essayer de trouver de nouvelles utilisations pour des molécules existantes qui, pour certaines, ont été jusqu'en développement, mais ont échoué pour des raisons d'efficacité dans la pathologie pour laquelle elles étaient destinées au départ. Et donc, toute l'idée, c'est l'utilisation de la data, du digital et de l'intelligence artificielle pour trouver de nouvelles cibles, potentiellement réutiliser des composés existants qui ont déjà passé un certain nombre de barrières techniques, de consolider ça et ensuite de valider ces hypothèses. Je tiens à dire que c'est un travail phénoménal. Je reviendrai à ceux qui ont été impliqués à la fin et qui a permis au projet d'être finaliste au prix du Change Net Explo de l'année dernière. Donc c'est vraiment une application extrêmement précise du digital dans le développement et qui permet d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Dans ce même projet d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre de pathologies qui ont été réanalysées et qu'on a pu stratifier pour arriver plus rapidement à certains sous-types, en particulier dans le lupus et la maladie de Sjögren. Le deuxième exemple, vous avez compris que le point de départ, c'est la qualité et l'accès à des datas de qualité qui sont triées intelligemment. Et c'est l'objectif de ce projet Federate. C'est donc sur Servier, on a développé avec Salesforce et la technologie Salesforce en mode agile un outil qui permet à tout scientifique, à tout moment, d'avoir accès à peu près toutes les données de tous les projets
qui existe aujourd'hui chez Servier, avec l'implication évidemment de nos partenaires en externe et les bases de données publiques. Donc, c'est du data, c'est du partage de connaissances, c'est une connaissance de la communauté des experts, c'est du partenariat, c'est évidemment une utilisation 10 fois, 100 fois plus efficace de nos ressources qui nous amène à plus de performance et à des prises de décision beaucoup plus précises. Donc, il y a du project management, il y a évidemment des fonctions stratégiques et tout ça est aujourd'hui en construction dans l'outil en mode agile. Et enfin, évidemment, partage et une arrivée à l'identification des résultats dont on a besoin pour sa recherche de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace. Et puis, ça viendra dans un deuxième temps, mais évidemment, on a l'intention d'y inclure tous nos partenaires externes, puisque tout ça ne se fait pas tout seul, mais on a besoin évidemment du monde extérieur. Donc, je conclurai là-dessus, sans rentrer dans les détails, mais vous avez compris, et encore une fois, le challenge, c'était le temps, c'est extrêmement rapide. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. Donc, il ne faut pas avoir peur. On aura toujours besoin de bons cerveaux bien formés humains, mais évidemment, ces technologies vont nous aider, et je suis un fervent supporter de l'intelligence artificielle comme soutien, du data et du digital comme soutien pour permettre, encore une fois, d'aller beaucoup plus vite dans les découvertes de nouveaux produits et surtout d'essayer de réduire l'attrition qui est quand même l'ennemi numéro 1 de l'industrie pharmaceutique. Je conclurai juste, je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé à préparer cette présentation et qui sont extrêmement actifs dans ce domaine. Michael Gage, Philippe Moinjon qui a donné un certain nombre de talks et de présentations et écrit un certain nombre de papiers sur ce sujet. Jean-Philippe Stéphan qui a été un des premiers promoteurs de Federates. Et puis, encore une fois, beaucoup de mes collaborateurs qui sont lancés à fond dans ce domaine qui va, j'en suis sûr, révolutionner la façon dont on fait de la R&D dans la pharma. Je vous remercie. Merci Claude pour cette présentation très très intéressante. Nous revenons avec Elsie vous poser quelques questions. Une première question, est-ce qu'on peut parler de durabilité en matière de médicaments ? Alors il y a plein de... Là on sort du sujet, évidemment il y a de grands débats sur la durabilité du digital, donc je ne me lancerai pas dans ce sujet parce que ça amène à d'autres sujets de réflexion. Mais il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui sous la couverture, je dirais, durabilité, et en particulier dans tout ce qui est chimie verte. Donc aujourd'hui, ce n'était pas le sujet de mon intervention, mais c'est évident que c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement impliqué. On est en train de revoir fondamentalement toutes nos usines chez Servier, et je sais que tous nos concurrents font la même chose pour être évidemment de plus en plus, je dirais, éco-friendly, et ça me semble absolument essentiel. Je dirais que c'est ça l'effort le plus important aujourd'hui dans la pharma sur la durabilité. Merci. Peut-être pour revenir un peu plus sur le sujet de l'intervention, on parle effectivement beaucoup d'intelligence artificielle sur toute la chaîne de valeur dans la santé aujourd'hui. On a en France de très belles sociétés. On a beaucoup parlé, Claude, avant ton arrivée, de l'absence parfois de leaders français sur un certain nombre de secteurs dans la santé. Dans la data, dans l'intelligence artificielle, on a des sociétés comme Okin, comme Ictos, Nova Discovery, Mapsilico qui est un peu plus jeune. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'écosystème entre ces sociétés et les entreprises, les laboratoires comme Servier? Est-ce qu'il y a une volonté d'intégration? Est-ce qu'il faut s'habituer à travailler en écosystème avec des partenaires? Alors ça, c'est absolument essentiel. Donc, je pense que j'ai peut-être même pas encore assez insisté. On a vraiment de nouvelles compétences et de nouvelles expertises qui apparaissent. Et ce serait illusoire de penser qu'on va transformer demain un biologiste plus classique ou un chimiste plus classique en data scientist ou en data engineer, etc. Donc c'est évidemment une nouvelle
branche, je dirais, de compétences et d'expertise qu'il faut mettre en œuvre et qui va travailler en partenariat avec d'autres experts plus historiques dans la pharma et dont on a besoin aussi. J'insiste là-dessus. Alors, on fait toujours des jaloux si on commence à parler de ses partenaires, mais je suis très content de te dire, Elsie, qu'on a des collaborations avec chacun des noms que tu as cités à l'instant, et il se trouve qu'en plus c'est un ancien de chez Ipsen qui a beaucoup travaillé avec moi, qui a créé Ictos, et donc je suis particulièrement proche d'Ictos, mais tous les autres, Okin, In Silico, travaillent aujourd'hui avec nous. Je pense aussi qu'il est important d'une journée Technion, je pense qu'il est important de regarder sur la planète. Et ce qu'on a fait il y a 2-3 ans, quand on a vraiment commencé à se lancer à fond dans ce domaine, c'est de faire un peu un mapping mondial de ce qui se passait, de ce qui se développait. Et je ne peux pas me retenir de vous parler du Hub Montréal qu'on a créé en tant que Servier, en propre, mais sur 2 plateformes qui existaient, où on a aujourd'hui quand même, je pense, parmi les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle et qui font des progrès, et qui sont dans un environnement qui crée des startups et des biotech. Donc on a des gens maintenant sur place sur Montréal. Et l'idée, dernière idée importante, c'est que c'est en ça, parmi de nombreuses autres raisons, qu'on est ravis d'intégrer le cluster de Saclay, parce que je pense que ça va être une des forces françaises, c'est d'amener les mathématiques et les sciences du vivant à travailler ensemble pour aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'en France, on est particulièrement bien placé dans ce domaine. Merci, cher Claude, pour votre intervention. Merci pour ces réponses. Encore merci pour votre invitation. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.